Parfait. Fait qu'aidez-moi à accueillir un pionnier du logiciel libre au Québec. Et oui, un autre. Depuis 2002-2003, Marc Laforce. Ben, merci tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle association qui est en train de démarrer, qui s'appelle Données souveraines Québec. Donc, comme Martial a dit, ça fait des années que je suis impliqué dans les logiciels libres. Et jusqu'à maintenant, c'est sûr que c'était implicite que je m'impliquais dans l'aspect logiciel. Donc, le logiciel, qu'est-ce que ça fait? Ça gère des données. Donc, pour moi, c'est sûr que c'était implicite, la gestion des données. Mais l'association Données souveraines Québec a un focus vraiment donné, donc c'est plus large que seulement les logiciels, puis c'est ce que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, le nom de domaine, c'est données-souveraines.québec. Pour l'instant, il y a juste une petite page là-dessus, parce que l'association vient de démarrer. Donc, c'est un nouveau regroupement, donc c'est une association à but non lucratif, incorporée en due forme, donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec le compte de... On a fait les papiers d'incorporation, présentement on fait le compte de banque. Puis l'idée, c'est que c'est un regroupement d'entreprises, d'organisations et d'individus. Donc c'est tout. Et le but vraiment, c'est la question de la gestion des données, que les données soient gérées en se disant que c'est un actif super important. Fondamentalement, si on contrôle pas nos données, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, une autre personne ou une autre organisation qui contrôle nos données. Puis quiconque contrôle les données, ben c'est important qu'on le sache puis qu'on soit impliqué là-dedans. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'aider les organisations à mieux gérer leurs données, comprendre les objectifs, comprendre les enjeux et de le faire. Puis de s'assurer que la façon que les données sont gérées sont en lien avec les lois qu'on a. Puis s'il faut changer les lois, ben c'est de changer les lois. Dans le fond, c'est pour ça que c'est un organisme qui a un objectif plus large que seulement de dire on va écrire des logiciels. C'est l'ensemble de l'œuvre. Donc, les données pour un individu, pour une organisation, mais aussi pour une nation, pour une juridiction, c'est super important. Imaginez que vous êtes une municipalité, puis vous gérez les données de la municipalité, puis finalement, vous vous rendez compte que vous les gérez pas vraiment, vous les contrôlez pas vraiment, ben il y a un enjeu. Il y a un enjeu sur qu'est-ce qui va arriver avec ces données-là, comment on va les gérer à long terme. Donc, c'est stratégique. Et ça, je pense, ce qui est super important, c'est qu'historiquement, les organisations, ils se disent, ben nous, on peut pas tout faire. Donc, supposons qu'on est une municipalité, puis on dit, ben nous, on va pas se mettre, on a besoin de camions pour notre municipalité. Donc, on va dire, on va acheter des camions, on va pas se mettre à fabriquer des camions. Donc, il y a beaucoup le côté que pour les organisations, l'informatique, ils se disent, ben c'est pas notre job de faire ça. Donc, on va sous-contracter ça. Mais de plus en plus, les organisations se rendent compte que la gestion de l'information, ça fait partie de leur préoccupation stratégique et la gestion des données. Donc, c'est pas quelque chose comme qu'on peut juste déléguer, outsourcer, puis perdre le contrôle. C'est beaucoup plus stratégique que ça. Donc, on se dit, ben ça veut dire quoi concrètement? Ben c'est la maîtrise de ces données-là, c'est quoi la gouvernance, c'est quoi les lois autour de ça? Est-ce que c'est hébergé localement? Si c'est pas hébergé localement, est-ce qu'on pourrait l'héberger localement? Il y a donc tous ces enjeux-là. Puis ce qu'on voit, c'est que quand on les contrôle pas, les données, ben on perd des options. Ici, on parle des GAFAM, donc des grandes entreprises qui offrent toutes sortes de services, qui sont super pratiques, qui fonctionnent super bien. Mais après ça, c'est sûr qu'on a une perte de contrôle. Donc, il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Et donc, c'est sûr que pour moi, ça fait plus que 20 ans que je suis impliqué. Pour moi, ça, c'est évident. Mais là, je pense qu'il y a, dans la dernière 2 ans, il y a comme un regain, dans le fond, qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, wow, là, ça, c'est vraiment important. Et donc, il y a eu plus d'engouement pour faire quelque chose. Et si je fais un peu une analogie, pensons à Hydro-Québec. Hydro-Québec, bon, c'est des décisions qui sont arrivées il y a fort longtemps. Il y a des gens ici dans la salle qui ont vu ces choses-là, mais pour beaucoup des jeunes, ben Hydro-Québec, quand ils sont nés, ça existait déjà. Mais il y a eu des choix qui ont été faits il y a longtemps par rapport à contrôler l'électricité au Québec.
Et ben ça a plein de bénéfices parce qu'aujourd'hui, on se préoccupe pas que est-ce que l'électricité va être bien gérée l'année prochaine, est-ce que ça va coûter plus cher, comment ça va fonctionner. Hydro-Québec, ça appartient au gouvernement du Québec, ça appartient à nous, les citoyens. Donc, on n'a pas trop à se préoccuper par rapport à ça. Mais il y a d'autres places dans le monde dans lesquelles ils n'ont pas le contrôle de leur électricité et c'est un gros enjeu. Donc, on y pense pas trop parce que c'est sous contrôle, mais c'est un parallèle, mais pour nos données, par contre, on n'a pas le contrôle, comme on l'a pour l'électricité. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le 17 mars, Paul Allard a annoncé lors d'une conférence de Datavar, qui est organisée par le réseau Action TI. Donc, le 17 mars, il a annoncé publiquement l'association. Il y avait eu aussi le 3 mars, ici, en fait, il y avait aussi une présentation en privé avant que ça devienne public, ça avait été présenté. Et, dans le fond, c'est un groupe d'individus, d'entreprises dans l'écosystème qui se mettent ensemble et qui disent « on va démarrer ça ». Donc, il y a Paul Allard et Florian Stitch qui sont de Persévère Conseil, Pierre-Philippe Côté de Orio Cloud, Pierre-Marc Gosselin de RT Edge, moi-même de Wikisuite, puis Benoît Martel de R2I. Donc ça, c'est les cofondateurs, mais il y a aussi d'autres personnes qui se joignent. L'idée, c'est que c'est un groupe, dans le fond, d'entreprises, d'organismes qui se mettent ensemble pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est fédérer les gens dans l'écosystème. Ce qu'on veut, c'est que toutes les organisations dans l'écosystème qui se disent, il y a quelque chose à faire, il y a un problème, il faudrait améliorer la situation. Ben, c'est un véhicule pour s'impliquer. Donc, qu'est-ce que l'association va faire? Ben, elle va faire ce que ça va dépendre des gens comme vous, comme d'autres qui vont s'impliquer fondamentalement. Et une des choses qui est importante, c'est que si on veut, par exemple, influencer les choses au gouvernement, comment ça fonctionne dans le gouvernement? Le gouvernement a toutes sortes de pressions. Tu sais, le gouvernement peut passer des lois, mais c'est en fonction des différentes pressions, des différentes représentations qui sont faites. Puis c'est sûr que si le gouvernement se fait dire 4 choses différentes, ben c'est plus compliqué de prendre une décision. Mais pour le gouvernement, c'est toujours mieux s'il y a des groupes qui représentent l'industrie, qui représentent un écosystème, puis qui ont une voix unie, puis qui disent, regarde, voici nos recommandations. Et ça, c'est plus facile pour le gouvernement. Le gouvernement veut pas commencer à faire l'arbitrage entre différents groupes. Donc, quand il y a trop de fragmentation par rapport à ça, ben ça ralentit les choses. Donc, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est d'avoir un groupe qui va faire des propositions concrètes qui peuvent être appliquées par le gouvernement, mais aussi appliquées par les organisations. Et là, ben c'est sûr qu'il y a une question il y a des choses qui sont par rapport aux lois. Il y a d'autres choses que c'est pas la loi, c'est des bonnes pratiques, c'est des meilleures pratiques. Donc, supposons qu'une organisation concrètement, prenons une organisation qui aurait 1200 employés, puis le conseil d'administration, les dirigeants, ils décident, c'est vrai que c'est un problème, on veut aller dans la direction de la souveraineté numérique, on veut contrôler nos données, on veut des données souveraines. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est facile à dire, mais après ça, tu le fais comment? Et c'est sûr que, moi, comme mon entreprise, ben, est déjà avec des données souveraines. Donc, moi, quand je vois des choses aux nouvelles, qu'il y a tel problème, je trouve ça dommage, mais pour moi, c'est comme, ben, ça m'affecte pas bien comme entreprise parce que nous, on contrôle déjà nos choses. Mais quand je vois toutes les organisations qui contrôlent pas leurs données, puis que ça cause des problèmes de coûts, de perte dans le fond, de confidentialité, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à aller dans cette direction-là? Donc, c'est une question de bonne pratique. C'est pas juste de dire le gouvernement devrait faire X, Y, Z. Puis dire, tu sais, les lois, ça a une limite. À un moment donné, c'est comment les gens, faut que les organisations décident que c'est important pour eux, puis c'est stratégique, puis ils vont aller dans cette direction-là. Donc, présentement, donc on est dans la première année, donc ça vient de démarrer. Donc, présentement, on est dans la question de structurer l'organisation. Donc, comment on fait? On a un conseil d'administration, on a maintenant une direction générale, on est en train de s'organiser. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Là, on va produire un manifeste. Un manifeste, dans le fond, un document de peut-être 5 à 10 pages qui dit, dans le fond, là, c'est quoi qu'on veut faire? C'est quoi que ça représente? On a eu certains débats à l'interne sur comment, tu sais, quelle sorte de document que ça sera. On est arrivé avec l'idée du manifeste parce que ça n'a pas besoin d'être un document
comme un livre blanc, par exemple, qui aurait peut-être 50 pages ou quelque chose comme ça, qui irait très en détail. Peut-être qu'un jour, on se rendra là, mais pour l'instant, c'est plus à haut niveau. C'est quoi les objectifs? Donc, l'idée d'un manifeste, ça nous semble le bon niveau de complexité. Puis si quelqu'un est d'accord avec le manifeste, ben il va être d'accord avec le reste. C'est dans le fond, l'idée, c'est qu'il y a une vision. Puis là, il y a l'aspect de feuille de route. C'est concrètement, comme je vous disais tantôt, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une organisation? Parce que si on se cachera pas les choses, que si une organisation présentement aujourd'hui, elle est pas avec des données souveraines, elle n'utilise pas pleinement des logiciels libres, c'est pas en 6 mois qu'elle va pouvoir faire sa transition. Donc, il y a une question de stratégie. Donc, on va parler de feuille de route, à quoi ça peut ressembler étape par étape pour une municipalité, pour une petite entreprise, pour une plus grande entreprise. C'est quoi les données qui sont les plus importantes? Quelles seraient les étapes? On va aussi organiser des activités publiques, des événements, des forums, etc. Puis, on va aussi avoir des activités de formation, de sensibilisation. Donc, grosso modo, c'est là qu'on s'en va. Là, souvent, puis même moi au début, quand ça a monté Données souveraines Québec, il y avait beaucoup de questionnements de OK, mais Données souveraines Québec, tu sais, c'est comme large, puis en même temps, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence ou c'est quoi la distinction entre les logiciels libres versus les données souveraines? Puis en fait, ça ressemble un peu, je dirais, à ces six comités-là. Donc, par exemple, quand on va travailler sur le manifeste, il va y avoir 6 équipes, 6 comités qui vont travailler chacun sur leur section, puis après ça, ben, converger pour que ça soit cohérent comme document. Donc, je pense que ça vaut la peine de vraiment expliquer pourquoi Données souveraines Québec, c'est pas seulement des logiciels libres. C'est dans le fond, les logiciels libres, c'est une partie de ça. Là, on parle d'un truc à plus haut niveau. Donc, prenons la question de la gouvernance des données. Donc, tout l'aspect légal, parce que c'est beau que tu as des logiciels libres, mais qu'est-ce qu'a dit la loi? C'est quoi la loi aujourd'hui? C'est quoi que la loi devrait être? Qu'est-ce qui arrive par rapport aux lois des autres pays? Donc, qu'est-ce qui arrive quand nos données sont à une autre place? Il y a les lois des autres juridictions. Comme organisation, comment on compose avec le fait que nos données sont, dans le fond, sujettes à différentes lois. Donc, tout cet aspect-là, ça, c'est un groupe. Vraiment le groupe gouvernance et données. Après ça, il y a le côté infrastructure. Donc, vraiment dire, OK, mais ça, c'est l'aspect des centres de données. OK, sont où les centres de données? Sont où physiquement les données? Puis là-dedans, il faut inclure aussi les réseaux. Parce que si on prend un autre exemple, que je vous disais tantôt, Hydro-Québec, on contrôle l'électricité. Ben, prenons aussi tout ce qui est télécommunications. C'est pour ceux qui ne savent pas, par exemple, les télécommunications, les compagnies de téléphone au Canada, ils appartiennent à des compagnies canadiennes. Donc, une compagnie européenne, par exemple, ou une compagnie étrangère peut pas arriver sur le marché et juste offrir des téléphones cellulaires, puis offrir des réseaux. Donc, il y a des règles par rapport à la propriété de ça. Donc, il y a une certaine souveraineté numérique par rapport à la téléphonie, par rapport à ces aspects-là. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau de l'infrastructure? Puis là, c'est sûr que tous ceux qui font de l'hébergement local sont super intéressés à ces aspects-là. Après ça, le troisième groupe qu'on a appelé économie numérique, ben là, c'est toute la question de, par exemple, si on parle de la question des appels d'offres. Parce que le gouvernement, par exemple, il dit, OK, c'est beau, le gouvernement peut facilement dire, ben, je pense qu'on devrait faire plus d'achats local. OK, c'est cool. Mais si tous les gouvernements dans le monde se disent, on va faire de l'achat local, ben, on perd les bénéfices de la spécialisation entre les différents pays. Parce que c'est sûr que là, on veut peut-être que nos taxes au Québec, ils servent à acheter des choses au Québec, mais on veut aussi exporter. Puis on veut que, par exemple, que si on a des services qui sont fabriqués au Québec, on veut les vendre en Norvège. Mais là, il faut être équitable, c'est-à-dire que s'il y a des choses intéressantes qu'ils font en Norvège, il faut aussi que le Québec achète ça. Donc, comment tu gères ça, ces aspects-là de contrat public? Donc, il y a toute une réflexion à faire là. Ensuite, toute la question, là, IA et sobriété, donc toute la question de l'intelligence artificielle, évidemment, dans les 2-3 dernières années, ça devient super important. L'intelligence artificielle, ça utilise beaucoup de ressources. Et donc, là, comment on gère ça? Donc, ça pourrait être un exemple, puis on dit, OK, ben nous, on a des barrages électriques, on a la capacité de produire beaucoup plus d'électricité que peut-être la moyenne des places dans le monde. OK, mais cette électricité-là, est-ce qu'elle devrait servir de plus en plus pour l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on devrait avoir plus de centres de données?
On a le froid ici, donc ça fait que tu as une partie de l'année que tu as moins besoin de payer pour, par exemple, pour refroidir tes data centers. Donc, comment on devrait gérer ça au niveau légal? Il y a tout des enjeux là. Après ça, compétences et culture. Par exemple, si on prend les exemples dans la télévision. Historiquement, par exemple, dans la télévision, tu sais, quand dans le temps du câble, là, avant qu'on était tous sur Internet, ben, il y avait des règles par rapport au contenu local. De dire, OK, il y avait tant de pourcentage de tes postes qui étaient des postes qui étaient au Canada. Donc là, ça faisait qu'il y avait comme dans le fond, une garantie d'avoir un certain pourcentage de contenu canadien. OK, mais qu'est-ce qui arrive dans le monde de l'Internet, tout ça? Comment on gère ça? Encore là, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Puis le dernier, ben, c'est ce qui est plus qui nous préoccupe ici, c'est la question des logiciels libres et aussi, évidemment, les standards ouverts. Comment fonctionne tout ça? Fait que là, il faut vous dire que, dans le fond, données souveraines, c'est beaucoup plus large que juste les logiciels libres. Il y a toutes sortes d'enjeux qui sont assez complexes. Donc, voici le mandat, dans le fond, que quand on va écrire le manifeste, il va y avoir des beaux débats. Donc, pour faire tout ça, ça prend des membres. Parce que c'est sûr que c'est facile à dire, c'est des belles idées, mais concrètement, comme toute organisation, ça va se faire avec les gens qui s'impliquent. Donc, ce qu'on va chercher, c'est des organisations, des individus à participer à l'association. Et il y a évidemment ceux qui sont si on avait à mettre des membres, dans le fond, dans plusieurs catégories, il y a de la place, il y a une catégorisation, dans le fond, pour des utilisateurs. Dans le fond, si on prend une entreprise, qui n'est pas une entreprise qui offre des services en lien avec les données souveraines, mais qui veut elle-même être qui veut avoir des données souveraines, ben ça, c'est un type de membre qu'on veut. Il y a un autre type de membre qu'on veut, c'est aussi, par exemple, des organisations qui aident d'autres organisations au niveau de leurs données souveraines. Donc là, voici notre charte par rapport au membership. Donc, ce qu'on a fait, on a décidé, dans le fond, c'est de faire un prix de lancement. Donc, la première année, le membership est moins cher pour démarrer les choses parce qu'on sait qu'au début, on n'aura pas nécessairement beaucoup d'activités, beaucoup de choses intéressantes, dans le fond, qui donnent une valeur tangible pour les organisations. Puis avec le temps, on va avoir de plus en plus de choses tangibles qui vont donner de la valeur pour les organisations. Donc, c'est pour ça qu'après le lancement, on indique déjà ça va être quoi le prix régulier pour le membership. Donc, ça, c'est par année. Donc, supposons que vous êtes une entreprise de 40 personnes. Au début, la première année, ça va être 500 $, puis les années suivantes, ça va être 1500. Et là, parmi tous les membres, il y a les membres, ceux qui sont dans la première catégorie, c'est les membres qui ont le droit de vote. Et aussi, il va y avoir une catégorie de membres qui n'ont pas de droit de vote, mais qui peuvent être intéressés, soit les partenaires, qui seraient plus, mettons, par exemple, des gouvernements ou quelque chose comme ça, et des individus. Là, ce que je m'attends nécessairement comme question, puis je vais tout de suite y répondre, les gens vont poser la question, ils disent, oui, mais il y a déjà plein d'associations, en tout cas, mettons, on va en nommer déjà 4. Il y a 4 regroupements ou associations qui font de quoi dans le logiciel libre au Québec. Donc, si on parle, par exemple, ici, les rencontres Linux Québec, donc c'est quoi, ça aide avec des données souveraines. Il y a la QLL, puis il y a Facile. Donc, données souveraines Québec, là, ça ressemble à quoi? C'est quoi la différence? Donc, je vais tout de suite parler, mettons, Rencontre Linux Québec, pour moi, moi, je suis impliqué dans les 3. Donc, je suis impliqué partout. Donc, je suis bien placé peut-être pour voir. Puis, je vais vous dire pourquoi moi, je m'implique dans chacun d'eux. C'est que pour les Rencontres Linux Québec, c'est vraiment technique. Tu sais, c'est concret, c'est des événements. Tu sais, on parle pas beaucoup de politique publique. Tu sais, on fait pas de lobbying au gouvernement pour changer des lois. Tu sais, on présente des solutions, on implique des gens, c'est du réseautage. Donc, c'est super important. Ça fait sa job. Puis, il faut continuer. Puis, ça grandit. Puis, dans les derniers 6 mois, on a battu 2 fois des records de participation. Donc, c'est génial. Donc, les Rencontres Linux Québec doivent continuer dans cette direction-là. Après ça, prenons l'exemple de Facile. Donc, Facile, moi, j'étais là à la rencontre de fondation de Facile. Ça, c'était il y a peut-être 25 ans, 23, 24, 25 ans. Parce qu'avant, ça s'appelait Linux Québec, puis ça a changé de nom. J'étais dans la salle quand il y a eu la discussion pour que ça s'appelle Facile, tu étais là aussi. Et
Bon, Facile, récemment, a même changé pour devenir un organisme de charité, un organisme de bienfaisance. Donc, les personnes morales ou les entreprises ne peuvent pas devenir membres de Facile. Facile, c'est vraiment pour les individus. C'est pour les militants. Puis, c'est assez technique. Donc, le genre de choses que Facile fait, c'est, par exemple, les services faciles. Donc, si tu veux essayer d'utiliser des logiciels libres, il y a les services faciles qui sont disponibles. Facile va s'exprimer par rapport au gouvernement pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis évidemment, là, comme c'est l'organisme de charité, c'est de prendre des dons pour pouvoir accomplir sa mission. Ensuite, la QLL, l'Association québécoise du logiciel libre, bien ça a un membership de personnes morales. Ce sont des entreprises privées et des entreprises d'économie sociale. Puis il y a aussi une catégorie de membres pour les utilisateurs. Mais là, le focus, c'est vraiment les logiciels libres. Donc, toutes les autres choses que je vous ai parlé avant, la QLL va pas parler directement, en tout cas, des choses comme la loi 25 ou les appels d'offres ou le pourcentage de contenu canadien ou des choses comme ça. La QLL, c'est vraiment les logiciels libres. Donc, je vois que Données souveraines Québec, c'est comme un plus gros ensemble, puis la QLL, c'est une partie de ça. Donc, pour moi, ces 4 organisations-là sont complémentaires et les 4 sont importantes. Puis moi, je m'implique dans les 4. C'est pour ça que je fais ça. Et ce que je m'imagine, c'est que dans certains cas, dans la plupart des cas, les 4 organisations vont être d'accord. Et dans certains autres cas, ça se peut que les organisations aient des vues différentes, puis qu'ils disent, ben, il y en a qui soient plus ou moins d'accord entre elles, puis ça, c'est correct. Ils ont chacun leur conseil d'administration puis leur décision. Donc, à date, bon, comme ça vient de commencer, pour l'instant, la place où on est plus actif, c'est sur LinkedIn. Donc, si vous cherchez Données souveraines Québec sur LinkedIn, vous allez voir des nouvelles. Donc, on réagit aux choses publiques. Et sinon, le site web, données-souveraines.québec. Je suis prêt pour vos questions. Il y a des questions dans la salle. S'il y a des questions dans la salle, je peux se présenter ici, je vais prêter mon micro. Sinon, est-ce qu'il y a des questions à distance? Il y a sûrement des questions, là. Vous avez sûrement pas tout compris, là. Question, faut que les gens t'entendent à distance, faut que tu te déplaces ici. Je sais que c'est plate, faut se lever. Ça va permettre aux gens à distance de vous voir et en même temps... Attends. Ma question, elle va s'orienter sur l'utilisation aujourd'hui. Est-ce que ça a pour but d'être utilisé en termes de souveraineté essentiellement dans la communauté, ou est-ce que c'est une portée aussi où les entreprises, les organisations aussi vont pouvoir s'appuyer sur ces activités, sur ces travaux? Ben oui, on veut que chaque organisation devrait faire ses choix sur ses données souveraines. Dans le fond, c'est à chaque organisation à décider, ça c'est mes données stratégiques, celles-là sont souveraines, celles-là c'est pas grave, puis à faire ces choix-là. Et Données souveraines Québec devrait aider dans l'éducation, puis la formation, puis l'échange d'informations là-dessus. L'échange de meilleures pratiques, par exemple. OK, cool. Donc, vous avez, quelque part, vous allez accompagner ou vous allez proposer un accompagnement, un cadre pour des gens qui veulent s'y référencer au travers de la communauté, de l'open source, etc., etc. Absolument. En étant clair que c'est un organisme sans but lucratif, donc on n'a pas des ressources limitées. Bien entendu. Mais l'idée, c'est de partager les meilleures pratiques. Nice. Et vous, les meilleures pratiques, est-ce que vous les héritez de l'industrie ou est-ce que vous êtes en amont, peut-être avec des nouvelles pratiques que l'industrie, par exemple, n'aurait pas adoptées encore? Ouais. Ben ça va être en fonction des gens qui vont participer. Puis pour moi aussi, ça va dépendre on va apprendre de d'autres organisations dans le monde. Okay. Parce que fondamentalement, nous, ce qu'on veut pour Données souveraines Québec, normalement, je m'attendrais, c'est que tout le monde dans d'autres juridictions devrait vouloir la même chose. Absolument. Donc, on va apprendre aussi beaucoup de d'autres groupes puis s'allier avec d'autres groupes.
surtout si c'est des groupes francophones, ce qui permet l'échange plus facile d'informations. Ah, bah bravo, merci. Je vais juste me prendre quelque chose à boire. Quelqu'un d'autre a des questions? Ben, viens-t'en. As-tu des questions ici? Si oui, je sais qu'il y en a une à distance. Là. Ici, ici. Le micro est ici. La caméra est là. Là. Prends le micro. Reste-toi là. OK. Est-ce que vous avez fait une recherche pour savoir... Oh, c'est joli ça, c'est pas? Est-ce que vous avez fait une recherche pour savoir s'il y a d'autres organismes au Canada qui ont à peu près les mêmes intentions, puisque le contexte actuel là, fait qu'il y a comme un genre de réunion politique autour du nouveau Parti libéral. Donc, les intentions plus ou moins politiques que tu décris là doivent aussi peut-être se refléter à travers le Canada. Très bonne question. Je me suis souvent posé la question, même, ben, c'était plus au niveau des logiciels libres que j'avais vraiment fait un peu plus de recherche. J'ai déjà cherché, posé des questions. Tu sais, on a Facile, par exemple, historiquement, qui joue le rôle de, pour les logiciels libres au Québec. Mais y a-t-il l'équivalent en Ontario? Y a-t-il l'équivalent en Alberta? Y a-t-il l'équivalent pour le Canada? Ouais. Puis dans mes recherches, la réalité, c'est, j'ai pas trouvé. Ça veut pas dire que ça existe pas. Tu sais, on n'a pas parlé des extraterrestres. Ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais on leur a pas parlé. Donc là, il y a un peu cet enjeu-là, parce que si on fait des choses, tu sais, puis même quand la QLL a démarré, là, c'était comme, OK, mais ce qu'on fait pour le Québec, c'est peut-être bien utile, tu sais, le monde qui sont à Ottawa, ou tu sais, à Toronto, il peut être intéressé aussi. Pardon? Même hors Canada. Même hors Canada, effectivement. Donc, je me suis posé un peu ces questions-là. J'ai pas trouvé, dans le contexte du logiciel libre, j'ai pas fait la même recherche en termes de données souveraines. Puis ça m'a amené un peu un questionnement philosophique. Donc, si ça existe pas, pourquoi? C'est qu'est-ce qui est différent au Manitoba ou en Ontario versus le Québec, qu'ici, on a eu sans arrêt, par exemple, c'est une association pour les logiciels libres au Québec. Puis, c'est sûr, il y a des groupes, par exemple, s'il y en a qui connaissent Gabriel Cossette, qui est en Alberta. Donc, tu sais, il m'a parlé que, par exemple, là-bas, il y a des groupes, par exemple, Linux dans une ville spécifique. Là. Mais vraiment, une association qui couvre, tu sais, mettons, Open Source Ontario, là, j'ai pas trouvé. Ottawa, il y en a une, je pense. Ouais, c'est ça. Ottawa, on en a vu. Il y avait Gosling, par exemple, comme association. Puis, le feeling que j'ai, c'est que, bon, ça, c'est mon hypothèse. Ça reste à vérifier. C'est que ça, c'est le côté un peu francophone. C'est le fait qu'au Québec, on est comme les seuls francophones, à toute fin pratique. Pour l'Amérique du Nord, ben, on a comme une raison un peu plus de se regrouper. Tandis que si tu es en Saskatchewan, c'est comme moins intéressant parce que tu es aussi bien de te connecter avec tout l'ensemble nord-américain. Donc ça, c'est mon hypothèse sur pourquoi ça existe moins des associations. Mais sinon, comme tu as dit, dans le fond, ce qu'on fait pour Données souveraines Québec, normalement, on devrait pouvoir prendre les templates d'une autre organisation, changer le nom puis dire on refait ça, ou d'autres devraient prendre ce que nous on fait puis changer le nom puis parce que c'est grosso modo les mêmes choses qui devraient revenir. Ouais, on a des intérêts communs, puis on peut pas être le village gaulois qui défend toute la Gaule, là. Ouais. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Sinon, il y en avait une à distance, là, mais c'est bon, à distance, il y avait Antoine. Oui, Antoine? Oui, ben en fait, c'était intéressant parce que c'était un peu ma question. Je me demandais si vous alliez faire des représentations juste au niveau du gouvernement du Québec ou si vous alliez aussi au gouvernement fédéral. Fait que ben là, c'est ça, j'ai eu des éléments. Là. Puis parce que là, en ce moment, il y a le projet de loi C-22 là, qui vise une surveillance. Puis je sais que comme organisation au Canada, il y a Open Media qui fait un peu de, mais ils sont pas vraiment logiciels libres. Là. Eux autres sont plus ouverture de l'Internet, puis Okay, ben, très bonne question. Bon. C'est dur de prédire le futur, qu'est-ce qu'on va faire, là, mais à la fin, on va faire ce que les gens qui s'impliquent veulent faire. Donc, plus il y a du monde qui s'implique, plus on va en faire. Mais je dirais que, direct dans notre mission, à partir du moment que ça l'affecte, qu'il y a des lois qui vont affecter qu'est-ce qui se passe au Québec, donc les lois canadiennes. S'il y a des lois canadiennes qui affectent
ce qui se passe au Québec, puis on pense que ça devrait être amélioré, ben on va faire des propositions. Donc, c'est sûr que pour l'instant, je dirais que Données souveraines Québec, si vous lisez le document, là, vous voyez le mot Canada. Donc, dans le fond, c'est comme Québec, puis c'est comme secondaire Canada. Mais c'est sûr que s'il y avait, par exemple, des groupes équivalents dans les autres provinces, ben c'est sûr qu'on pourrait rapidement collaborer avec eux puis faire une fédération canadienne de données souveraines, par exemple. C'est sûr que ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, on n'a pas d'interlocuteur. En même temps, on a commencé tout récemment, donc il faut se donner un peu le temps pour voir qui va nous contacter puis qu'est-ce qu'on peut faire. Quelle autre question en ligne? Ou en présentiel, non? Ben, On applaudit. Ah. Oui. Il y en a un autre, oui. Ouais, ben j'allais juste dire, en fait, c'est ça, peut-être les anglophones qui s'intéressent au logiciel libre, ils deviennent membres de la Free Software Foundation plus que de créer une organisation canadienne. Très bon point. C'est bien possible. Donc, l'intervention, c'est que peut-être les gens qui sont intéressés, ils deviennent membres de groupes existants, comme la Free Software Foundation, ou par exemple la Open Source Initiative. Donc, peut-être qu'ils deviennent membres de ces organisations-là, plutôt que de dire, OK, je vais démarrer une nouvelle association. C'est une très bon point. Merci beaucoup. Il y avait Martin aussi, je pense, à distance, que tu avais une question tantôt, Martin. Non, j'allais simplement référer à Gabriel, puis Marc en a parlé spontanément. Parfait. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on applaudit.